Alors, nous allons donc voir maintenant la dernière partie du chapitre 2.4, de la partie 2, donc le muscle strié et la contraction musculaire. On va s'intéresser justement à la commande de cette contraction musculaire. On a vu comment elle se déroulait, maintenant, voir qu'est-ce qui la provoque au niveau du corps. Alors justement, cette commande se fait grâce à ce qu'on appelle la jonction neuromusculaire. Donc si on analyse déjà ce mot, on voit bien neuro pour système nerveux, musculaire, donc l'appareil musculaire. Donc, on va déjà souligner en cours les points importants. Donc, la transmission du message nerveux peut se faire entre un neurone et des myocytes. Vous vous souvenez, donc myocyte, c'est la cellule musculaire. Le but, c'est que le neurone commande au myocyte qu'il se contracte. Donc justement, vous devez apprendre par cœur ce qu'est la jonction neuromusculaire. Donc cette jonction neuromusculaire, c'est le point de contact. On verra, ce point de contact, c'est ce qu'on appelle une synapse entre un neurone, on verra, ça s'appelle le neurone présynaptique, c'est-à-dire la première partie de la synapse, et une ou plusieurs cellules musculaires. Donc la cellule musculaire, c'est l'élément postsynaptique qui va recevoir l'information du neurone. Les neurones transmettent un message électrique qu'on appelle également un flux nerveux. Je vous l'ai dit, un flux nerveux, c'est la même chose que message électrique ou message nerveux. Donc à une cellule musculaire qui déclenche sa contraction. Donc ça, vous vous souvenez, c'est ce qu'on a vu, c'est le rôle des neurones moteurs quand ils repartent du centre nerveux. Alors, vous allez donc prendre le document 4 qui représente le schéma d'une synapse. Donc c'est un schéma qui pour l'instant est assez petit puisqu'en fait on va le compléter pour rajouter la chronologie mais sur un document beaucoup plus important et plus illustré, plus complet. Donc vous avez ici votre neurone, on retrouve le bouton synaptique. Vous vous souvenez qu'au niveau de l'arborisation terminale du neurone, on avait fait des petits points. Donc ce fameux bouton, il est ici, ce renflement, et donc il appartient à l'axone du neurone présynaptique. Donc c'est-à-dire que l'information va arriver par cet axone. Ensuite, au niveau du bouton synaptique, vous avez ce qu'on appelle des petites poches, vous voyez ici, avec une membrane autour. Donc ces petites poches, ce sont des vésicules synaptiques, donc elles sont présentes qu'au niveau du bouton synaptique, mais vous voyez qu'elles arrivent par l'axone. Et ces petites molécules rouges, c'est ce qu'on appelle le neurotransmetteur. C'est le messager chimique que va envoyer le neurone vers la cellule musculaire pour lui transmettre l'information de se contracter. Donc c'est très important ici, donc dans le bouton synaptique, il faut absolument rajouter des vésicules, enfin quand vous allez devoir le dessiner, rajouter des vésicules avec des neurotransmetteurs. Ensuite, vous voyez que là, le neurone s'arrête ici. Là, vous avez ce qu'on appelle un espace, puisqu'en fait, la cellule musculaire, elle ne commence que là, d'accord, à partir de cette membrane en violet, une membrane vraiment très épaisse. Donc, entre la membrane de l'axone et la membrane musculaire du muscle, vous voyez qu'il y a un espace. Cet espace est indiqué par cette double flèche et c'est ce qu'on appelle la fente synaptique. C'est donc en fait un espace qui est rempli de vide et justement un signal électrique qui arrive ici est incapable de se transmettre donc en traversant un espace vide. Donc justement le message nerveux électrique va se transformer en message chimique grâce au neurotransmetteur pour revenir ensuite sous sa forme électrique. On verra donc cette chronologie. Donc là, si on vous demande de dessiner une synapse, voici à quoi ça ressemble. Je répète, vous faites la fin de l'axone, vous faites un renflement pour le bouton synaptique. À l'intérieur, vous faites des vésicules avec des petites molécules de neurotransmetteurs. Ensuite, en bas, donc là, vous voyez que la membrane du muscle ici est parallèle à la synapse. Et alors, on le verra, vous avez des petits récepteurs. Vous voyez, ces récepteurs sont chargés de récupérer, de fixer les neurotransmetteurs libérés par le neurone présynaptique. Donc la cellule musculaire, on dit qu'elle est post-synaptique, c'est-à-dire que c'est le deuxième élément de la synapse qui, lui, va recevoir les neurotransmetteurs et répondre en se contractant. Donc, pour reprendre donc, la partie du cours, donc un neurone moteur, qu'on a vu aussi, on l'appelle motoneurone, commande des cellules effectrices, vous vous souvenez, c'est pour qu'il se contracte et retirer le bras, par exemple pour éviter une brûlure. Donc les cellules effectrices ici, ce sont les cellules musculaires. Donc la jonction alors entre deux cellules, entre le neurone et la cellule musculaire, c'est ce qu'on appelle également la plaque motrice.
Donc surlignez bien aussi en orange, enfin en rose, hein, mot très important, expression très importante, la plaque motrice. Et donc l'unité motrice justement de cette jonction, hein, ce qu'on appelle, c'est le neurone plus une fibre musculaire. Alors pour comprendre ces termes-là, j'ai rajouté un petit document, le document 5, qui est une représentation schématique d'une unité motrice. On voit bien ici le neurone en vert, donc le motoneurone, qui a donc son arborisation terminale ici, et chaque bouton synaptique ici, qui est fixé sur une fibre musculaire. D'accord? Donc ici, attention, hein, le contact, ici j'ai mis des cadres, hein, vous pouvez le faire sur votre cours également. Vous pouvez faire un cadre autour de chaque bouton fixé sur la cellule musculaire, c'est ce qu'on appelle la plaque motrice. Donc attention, si on vous demande d'expliquer ce qu'est la plaque motrice, il faut regarder juste au-dessus, c'est la jonction des deux cellules. Donc c'est le contact entre le bouton synaptique du neurone et la cellule musculaire en rouge. Par contre, si on vous demande d'expliquer ce qu'est l'unité motrice, c'est tout ce document-là, c'est-à-dire le neurone, les fibres musculaires et bien indiquer ces points de contact entre la cellule musculaire et le neurone. Donc faites très attention, la plaque motrice, ce n'est pas la même chose que l'unité motrice. C'est pour ça que j'ai mis en rouge et savoir éventuellement le dessiner, soit ici le schéma complet si vous devez expliquer l'unité motrice, soit juste cette partie en rouge ici pour la plaque motrice. Donc toutes les fibres commandées par un neurone moteur se contractent en même temps. Donc vous voyez ici que c'est un neurone qui commande 4 cellules musculaires différentes. Donc si le motoneurone envoie un message sur le long de son axone, ces 4 cellules musculaires vont se contracter en même temps. D'ailleurs, c'est valable pour toutes les cellules musculaires d'un seul muscle, hein. Si on veut que le muscle se contracte évidemment de façon importante, il faut que toutes les cellules musculaires se contractent en même temps. Alors vous avez sur votre gauche ici une petite photo qui indique ici finalement une synapse. C'est un peu différent parce que ici vous avez un neurone présynaptique avec ses vésicules et dedans vous avez les neurotransmetteurs. Ces neurotransmetteurs, on va voir, vont être libérés dans la fente synaptique et réceptionnés par la cellule postsynaptique. Dans notre cas, c'est un muscle. Dans le cas de la photo, c'est un autre neurone. Donc, la synapse permet également une communication entre deux neurones, hein. C'est soit entre deux neurones, soit entre un neurone et un muscle. Alors, on peut souligner donc dans le cours, comme les membranes des deux cellules ne se touchent pas, je vous l'ai dit, hein, il y a un espace qu'on appelle la fente synaptique, les potentiels d'action qui arrivent au niveau du neurone présynaptique ne peut pas traverser cet espace rempli d'air, puisque l'air est un isolant, et donc le signal électrique ne peut pas traverser un espace isolant. Donc, c'est-à-dire que le potentiel d'action ne passe pas d'une membrane à l'autre. Donc, la transmission du message nerveux se fait au niveau de la synapse neuromusculaire. Donc, la synapse, je répète, hein, c'est la zone de contact entre deux cellules. Donc, pour nous, c'est une synapse et un neurone, un bouton synaptique du neurone et la cellule musculaire. Donc, on appelle la synapse neuromusculaire. Alors, la transmission du potentiel d'action se fait grâce à des molécules chimiques qu'on appelle des neurotransmetteurs. Vous vous souvenez? Donc, ce sont ces petites molécules qui sont représentées en rose, qui au départ étaient enfermées dans des vésicules dans le bouton synaptique du premier neurone. Ces molécules de neurotransmetteurs sont synthétisées par le neurone présynaptique et il le stocke dans des vésicules au niveau du bouton synaptique en attendant qu'il y ait un potentiel d'action qui déclenche leur libération. Pour la jonction neuromusculaire, c'est-à-dire entre ici un neurone et en bas une cellule musculaire, le neurotransmetteur, vous devez le connaître, c'est l'acétylcholine. D'accord? Donc retenez bien ce mot, donc le neurotransmetteur de la jonction neuromusculaire. Alors justement, pour voir comment fonctionne la transmission du potentiel d'action du neurone présynaptique à la cellule musculaire, on va le voir sur un schéma et détailler les différentes étapes. Avant cela, on va donc voir, alors j'ai mis en rouge, hein, parce que là c'est une définition, vous devez l'apprendre par cœur. Donc un neurotransmetteur qu'on appelle également un neuromédiateur, c'est une molécule chimique qui est sécrétée, produite et libérée par le neurone au niveau des synapses
pour assurer la transmission des messages nerveux à une autre cellule. Donc je vous l'ai dit, hein, ça peut être un neurone ou un muscle dans notre cas. Donc cette définition est très très importante. Molécules chimiques sécrétées, hein, produites et libérées par le neurone au niveau des synapses pour assurer la transmission d'un message nerveux. Alors le document 6 est très important, il faut absolument connaître, comprendre la chronologie du fonctionnement d'une synapse neuromusculaire. Donc je l'ai mis sur la gauche et je fais apparaître au fur et à mesure les différentes étapes et je mets le texte pour que vous puissiez souligner les points importants. Donc on replace rapidement, je ne l'ai pas mis, hein, mais cette structure qui est en rose pâle, c'est le bouton synaptique du neurone présynaptique. Et ce qui est un peu brun jaune ici, c'est la cellule musculaire. Et en dessous, vous avez les fibres musculaires. Hein, vous vous souvenez, là c'est la myosine, l'actine et le sarcomère. D'accord ? Et là, on a une mitochondrie, des mitochondries, puisque la cellule musculaire est riche en mitochondries. On a les récepteurs qui sont uniquement sur la surface de la cellule musculaire. Et les petits points violets ici, ce sont des molécules de neurotransmetteurs. Et on voit ici donc les ronds, hein, ce sont des vésicules présynaptiques qui contiennent le neuromédiateur ou le neurotransmetteur. Donc ça, ce sont les récepteurs de l'acétylcholine. Et ces petits points violets, je répète, c'est l'acétylcholine, donc notre neurotransmetteur spécifique de la contraction musculaire. Alors la première chose, évidemment, pour qu'il y ait le transfert d'un message, il faut qu'un message arrive le long de la membrane du neurone présynaptique. Donc là, c'est l'arrivée d'un potentiel d'action. Donc c'est l'arrivée d'un message nerveux électrique. Le but, c'est que ce message passe dans la cellule musculaire. Or, il y a un espace, hein, on l'a dit, rempli d'air entre les deux. Donc cette arrivée se fait sous forme de potentiel d'action, donc un message électrique. Ce potentiel se déplace le long de la membrane, donc du neurone présynaptique. Et alors là, il va falloir rajouter 2-3 petites choses sur votre schéma. L'arrivée du potentiel d'action au bout, donc du neurone, c'est-à-dire au niveau du bouton synaptique, va entraîner l'entrée d'ion calcium. Donc là, sur votre schéma, rajoutez bien une flèche noire ici, et vous mettez calcium. Alors le calcium, on l'a vu déjà dans la vidéo sur la contraction musculaire, on l'abrège Ca2+. Donc c'est un cation divalent, c'est-à-dire un cation, donc un ion chargé positivement, et divalent puisqu'il a 2 charges positives. Donc le calcium rentre au niveau du bouton synaptique lorsque le potentiel d'action est arrivé. Donc, arrivée du potentiel d'action, entrée d'ion calcium. Ça, c'est l'étape 1. L'étape 2, c'est écrit sur le schéma exocytose des vésicules de neurotransmetteurs dans la fente synaptique. Alors l'exocytose, ça veut dire que les vésicules vont se rapprocher. Hein, vous voyez ces flèches vertes, hein, les vésicules vont se rapprocher du bord du bouton synaptique et elles vont fusionner. Vous voyez que là, c'est une vésicule qui a fusionné et elle s'est ouverte. Et elle s'est ouverte vers l'extérieur. Donc comme elle s'ouvre vers l'extérieur de la cellule, c'est ce qu'on appelle l'exocytose. Donc l'exocytose, c'est une fusion membranaire entre une vésicule et la membrane de la cellule pour faire sortir quelque chose. D'accord ? Donc si vous voulez trouver précisément l'exocytose, hein, c'est ce petit schéma qui est là, et on en a une autre exocytose qui est représentée ici. D'accord ? Donc, pour l'explication de la phase 2, lorsque le calcium rentre dans le bouton synaptique, c'est lui qui va provoquer l'exocytose. Et comme à l'intérieur des vésicules, vous avez du calcium, donc cette exocytose va permettre la libération du neurotransmetteur. Donc ici, c'est l'acétylcholine qu'on abrège A majuscule, C majuscule et H minuscule. Et cette molécule d'acétylcholine va se retrouver dans la fente synaptique. Donc vous voyez ici, hein, ce sont ces petits points violets. Hein. Attention, là, il ne faut pas représenter ces gros points, hein, c'est les vésicules. Vous représentez uniquement les petits points violets. Donc si vous pouvez éventuellement effacer ces gros points violets, je n'ai pas fait attention avant, vous les enlevez. Hein. On est bien d'accord que les points violets, ce sont des vésicules. Ils restent dans la partie bouton synaptique et après ils fusionnent. Donc là, ces structures-là, vous les effacez. Donc ce sont ces petites molécules, ces petits points violets qui sont libérés, qui représentent donc l'acétylcholine. L'étape 3, une fois que l'acétylcholine est libérée du neurone présynaptique, cette acétylcholine va se fixer sur ces récepteurs qui sont uniquement sur la membrane de la cellule musculaire.
Donc étape 3, le neurotransmetteur se fixe sur des récepteurs qui lui sont spécifiques, parce que si vous libérez un autre neurotransmetteur, ce ne sont pas les mêmes récepteurs, hein. Pour chaque molécule, il y a un récepteur différent. Donc l'acétylcholine se fixe sur ces récepteurs spécifiques présents sur la membrane de l'élément post-synaptique, donc c'est-à-dire le deuxième élément de la synapse. Ici, c'est sur la cellule musculaire. Donc sarcolème, si vous vous souvenez, hein, c'est la membrane de la cellule musculaire, hein. C'est un nom particulier, spécifique de la cellule musculaire. Ensuite, l'étape 4, le fait que l'acétylcholine se fixe sur le récepteur, ça va donc provoquer la naissance d'un potentiel d'action musculaire. Alors attention, ce potentiel d'action musculaire, ce n'est pas le même que le potentiel d'action qui est arrivé ici, hein. Le potentiel d'action tout court, hein, c'est sur le neurone, alors que l'information électrique qui va être produite au niveau du muscle, c'est ce qu'on appelle le potentiel d'action musculaire. Donc le mot musculaire est très important ici. Donc en 4, pour l'explication, les complexes récepteurs neurotransmetteurs déclenchent l'entrée d'ions sodium. Donc là, vous voyez, hein, pour l'instant, ils ne sont pas indiqués. Donc sur le schéma, vous rajoutez une petite flèche noire ici qui part de la fente synaptique, donc la partie bleue, vers l'intérieur de la cellule musculaire et vous mettez au-dessus de votre flèche Na+, hein, on l'a vu, Na+, c'est le sodium. Donc le sodium va rentrer dans votre cellule. Ce sodium, vous vous souvenez, hein, quand il va rentrer dans la cellule, ça va provoquer une dépolarisation. On l'a vu pour le potentiel d'action. Ben, c'est exactement la même chose pour le potentiel d'action musculaire. C'est qu'il va y avoir une modification du potentiel de membrane, donc de la cellule musculaire, et il y a donc apparition d'un potentiel post-synaptique qu'on appelle un PPS. Hein. Attention, le PPS, le potentiel post-synaptique, n'est pas le même que le potentiel d'action qui arrive en 1, je répète. Et ce PPS, on l'appelle aussi le potentiel d'action musculaire. Donc l'entrée de sodium va inverser la charge, hein, de chaque côté de la membrane. On a donc apparition d'un potentiel d'action musculaire. Et ce potentiel d'action va se propager le long de la surface de la membrane musculaire, donc ici le sarcolème. Donc là, vous allez rajouter une flèche qui va partir de la membrane, qui va aller jusqu'aux fibres musculaires ici qui sont présentées en rose. Et mettez bien ici, c'est le PAM, potentiel d'action musculaire. Alors que je répète ici, le potentiel qui est arrivé sur le neurone présynaptique, c'est bien un potentiel d'action. Donc le sodium entre, il y a inversion des charges de chaque côté de la membrane et création d'un potentiel d'action musculaire qui va se déplacer jusqu'aux fibres musculaires. Et donc l'étape 5, c'est que l'arrivée du potentiel d'action musculaire jusqu'aux fibres, au niveau de la cellule musculaire, va provoquer la contraction musculaire. Et ça, c'est ce qu'on a vu dans la partie précédente, c'est-à-dire le glissement des filaments d'actine sur les filaments de myosine, raccourcissement du sarcomère. Et comme la cellule musculaire est une succession de sarcomères, donc chaque sarcomère va se raccourcir, la myofibrille va se raccourcir, et comme la cellule musculaire est faite également de plusieurs myofibrilles, la cellule musculaire va se rétrécir, et comme un muscle est fait de nombreuses cellules musculaires, le muscle à son tour va se raccourcir. Donc c'est ce qu'on appelle la contraction musculaire. Donc voilà, ce schéma-là, il faut vraiment il faut vraiment le connaître, c'est-à-dire peut-être même savoir le dessiner, peut-être de façon plus simple, en tout cas savoir annoter les différentes étapes, d'accord, les phases 1 à 5, en expliquant chacune de ces phases. Voilà, donc là, c'est la fin de la 3e vidéo et donc la dernière vidéo du chapitre, hein, puisque le chapitre 2-4 est terminé. Donc n'hésitez pas à revoir, à regarder de nouveau cette vidéo et l'ensemble des 3 vidéos de cours pour mieux comprendre donc ce cours. Si des questions, n'hésitez pas à me les envoyer par messagerie ou me les poser lorsqu'on se verra en classe.